pas de souci. Est-ce qu'on peut reprendre? Je laisse les dernières personnes qui arrivent s'installer. En prenant un petit peu de temps pour préparer cette table ronde, on s'est dit que ce matin n'avaient pas été présentées les structures majoritaires à Association Addiction France, que sont les CARUD et les XAPA. Donc je vais profiter d'avoir le micro pour vous parler un peu de ces établissements, parce que c'est notre quotidien et que cela nous semble important de dire qui on est. Donc pardon, je suis Mireille Carpentier, je suis directrice régionale pour Addiction France en Normandie. Et donc, qu'est-ce qu'un CARUD, qu'est-ce qu'un XAPA? Il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà, il y a des professionnels ce matin qui se sont présentés, il n'y a pas de souci, c'est plutôt pour des personnes qui cherchent des lieux d'accueil et pour lesquels on peut se poser la question de la mission des uns ou des autres. Donc les CARUD sont réservés à ce qu'on appelle les usagers de drogue dans l'intitulé. Une fois qu'on a dit ça, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, ce qu'on peut peut-être dire aujourd'hui, c'est qu'une personne qui est consommatrice de substances, qu'elle soit licite ou illicite, qui n'a rien envie de changer à sa consommation, mais qui se préoccupe de sa santé, peut rencontrer des professionnels dans un CARUD. Donc c'est assez simple de regarder sur un territoire. Logiquement, sur tous les territoires, il y a des CARUD qui permettent de venir chercher du matériel de réduction des risques, d'avoir un peu d'écoute, parfois de bénéficier d'une douche, d'une machine à laver. Voilà. Après, c'est intéressant d'aller de toute façon rencontrer les professionnels pour voir quelle est l'offre de territoire, puisqu'elle est variée suivant les territoires. Il y a des spécialistes ici qui peuvent aussi peut-être préciser tout cela. Le XAPA, c'est un peu différent. Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. L'acronyme n'est pas forcément quelque chose de très accueillant, c'est pour ça qu'à Addiction France, on préfère parler de centre d'addictologie. L'idée, c'est d'avoir des structures ouvertes à toute personne qui s'interroge, qui a envie de s'exprimer ou qui souhaite être accompagnée pour une difficulté liée à des conduites addictives. Et donc, dans ces lieux, qui sont des structures pour la plupart ambulatoires, c'est-à-dire qu'on n'assure pas d'hébergement, mais par contre, une offre d'accueil et d'accompagnement est proposée au quotidien avec des équipes pluridisciplinaires. Donc, on a des médecins, des psychologues, des infirmiers. Il n'y a pas d'ordre dans ce que je dis, puisqu'on est d'abord accueilli par des secrétaires d'accueil. Il y a des infirmiers, des infirmières. Il y a, j'espère que je n'oublie personne, il peut y avoir d'autres spécialités. Pardon ? Des pairs. Alors, quand on a la chance d'en avoir, ce n'est pas notre cas en Normandie, mais merci de le préciser. Avec justement une grande réflexion à Addiction France sur la question de l'intégration des pairs dans nos équipes de professionnels. Donc, merci de l'avoir précisé. Ce sont des structures qui proposent de l'accueil en consultation individuelle, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de groupes qui existent. Shirley Auguste en parlait ce matin, avec les groupes de l'entourage, mais il y a quantité de groupes parce qu'on pose et on porte que le groupe est un accélérateur dans le processus de changement. Voilà, je le pose comme tel. Et je pense qu'on l'a vu pour une affaire de famille, beaucoup de thérapeutes témoignent de l'accélération que cela peut présenter pour des personnes qui sont aussi dans un processus d'accompagnement. Je profite d'avoir le micro et après je vais la passer à mes collaborateurs, bien évidemment. Je profite pour vous présenter cet ouvrage que vous avez peut-être vu sur la table d'entrée, qui a été écrit par l'équipe du XAPA Rive Gauche à Caen et qui vise à présenter le travail de pas à pas, parce que vraiment on ne le dit pas assez en addicto, et vous le savez bien, il s'agit vraiment d'un travail au quotidien sur des toutes petites choses qui permettent d'avancer avec les personnes de manière partagée. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de gens sauvés, mais il y a des gens qui essayent d'avancer ensemble vers quelque chose. Et là, la spécificité de cet ouvrage est de proposer un modèle d'accompagnement qui est celui de cette équipe particulière, un modèle d'accompagnement des psychotraumas. Voilà. En plus, il a le mérite de présenter ce qu'est un XAPA dans son fonctionnement au quotidien et dans la force que peut représenter une équipe qui accompagne une personne. Voilà, je vais m'arrêter là et revenir au thème de notre atelier. Donc nous, on est censé travailler la question de la place de l'entourage dans la réduction des risques. C'est quand même une question qui n'est pas simple.
je voulais vous proposer de l'ouvrir avec une petite histoire qui m'est arrivée. Voilà, ça n'a pas d'autre force que cela. J'animais une formation à l'époque et j'ai rencontré une assistante sociale qui travaillait comme conseillère d'insertion et de probation, ça doit parler à plusieurs d'entre vous, donc dans le ministère de la Justice, et qui, on l'évoquait tout à l'heure, à la fin de la formation vient m'interpeller, comme ça arrive souvent quand on fait de la formation en addicto, pour me parler d'une difficulté familiale qui lui était propre, en parlant de son conjoint qui ne souhaitait absolument pas rencontrer le professionnel en addicto, alors qu'il, visiblement, il dérivait dans la consommation de produits. Et là, je lui ai dit, mais toi, tu peux peut-être rencontrer quelqu'un, ça peut être une première étape. Voilà, on ne se voit pas pendant de nombreuses années. Je la retrouve à un concert, quelque chose de tout à fait autre, un soir. Et là, elle m'interpelle en me disant « Mireille, il faut absolument que je te dise quelque chose. » Et en fait, là, j'étais un petit peu étonnée, le temps de me remémorer un peu cette histoire. Et elle me dit « J'ai été suivie pendant 1 an et demi au XAPA de Caen et tout va mieux dans ma famille. » Et là, je lui dis, mais c'est absolument extraordinaire. Effectivement, elle avait fait la démarche de venir au XAPA. Elle s'est fait accompagner. Ça a permis de réguler des choses avec son conjoint. Voilà. Et donc, je me suis dit qu'on avait des choses à travailler. C'est un peu simpliste ce que je vous présente, mais c'est quand même une histoire vraie. Donc, je vous la partage. Et donc là, je vais arrêter de parler maintenant. On m'a dit que les modérateurs ne parlaient pas. Donc, j'en profite d'avoir le micro. Après, je vais l'offrir. Et donc, je vais présenter les personnes avec qui on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait vous offrir aujourd'hui. Ou alors, chacun se présente. Ça peut changer. On y va? Donc, Jérôme Adam. Il marche, là. Ouais, je pense celui-là. Ok. Il faut m'enlever le micro. En fait, oui, puisque en tant que modérateur, vous êtes censé parler très peu et du coup, ça... Non, je rigole. Alors... Donc Jérôme Adam, je suis producteur et auteur du film documentaire Tout pour être heureux, avec un point d'interrogation à la fin du titre. Et voilà, j'ai créé d'autres films, d'autres supports, mais là je suis principalement là pour parler de la famille et du film. Non, je vais trouver un micro devant moi. Du coup, merci de passer la parole, Jérôme. Bruno Rocher, je suis médecin psychiatre au CHU de Nantes, médecin addictologue, dans un service qui a la particularité de faire, en tout cas l'unité que je dirige, qui est l'espace Barbara, essentiellement dans les prises en charge d'addictions comportementales, troubles des conduites alimentaires, addiction sexuelle, addiction aux jeux d'argent, addiction aux jeux vidéo, et avec une implication dans les histoires de famille depuis très longtemps, parce qu'on a eu une formation en interne de thérapie familiale pour laquelle Antoinette Fouilleul, qui m'a gentiment invité à la journée aujourd'hui et que je remercie, a été faite en interne du service en 2008-2010 sur 3 ans, et du coup c'était une deuxième vague de formation, donc on a un service qui est très impliqué dans la sensibilité à l'accueil des familles dans le milieu addictologique, et c'est autour de ça que je vais témoigner tout à l'heure. Alors, Anne et Pascal Bourrez, nous sommes les parents d'un garçon qui était donc pris dans la tourmente de l'addiction à l'âge d'une quinzaine d'années. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est suivi au CAPSA d'Avignon. Voilà, donc on est venu témoigner un petit peu de ce qu'on a vécu et de nos craintes, de notre angoisse et puis de la prise en charge qui a été faite et qui est quand même quelque chose qui nous a beaucoup rassurés, qui nous a permis d'avancer avec des clés, avec des éléments de langage, avec des attitudes. Voilà, tout ça, on aimerait bien le partager parce que ça nous a beaucoup aidé et ça a beaucoup aidé aussi de débrouiller la situation et d'avancer. Voilà, avec un fils qui continue un petit peu aussi encore à utiliser certains produits, mais avec qui il y a une bonne communication aujourd'hui, et donc on arrive à bien gérer ça. Bonjour, je suis Cassia Grandcoin, je suis psychologue clinicienne au Centre d'addictologie d'Avignon depuis 23 ans. Donc j'étais très heureuse de pouvoir partager avec vous cette notion de réduction des risques, et surtout quand il s'agit de l'entourage, parce qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Et ayant cette expérience auprès des familles durant toutes ces années, j'ai vu que nous avons évolué avec les évolutions sociétales. Donc je vais vous présenter un petit peu comment l'équipe dans son ensemble a réfléchi à différents accueils pour ces entourages qui ne concernent pas uniquement les familles.
D'accord? Il s'agit aussi de l'entourage professionnel, des amis, des voisins et même de la justice concernant les conseillères en probation et insertion, entre autres, bien entendu. Merci à tous. On vous propose de démarrer par la présentation de la bande-annonce du film Tout pour être heureux. J'oublierai jamais cette phrase que tu as dite un jour. J'ai raté ma vie. C'est comme ça. De toute façon, il est trop tard. Cédric, t'avais pas 35 ans. Ma sœur a 20 ans et ma sœur se drogue et pourtant elle a tout pour elle. Elle est en études de médecine, mais je pense pas bien dans sa peau au final, alors qu'elle avait tout pour elle. Elle était très, très jolie. Elle est tombée là-dedans, mais jamais, jamais on aurait pensé que ça arrive à quelqu'un comme ça. Comment les autres sœurs et frères de personnes dépendantes aux stupéfiants et l'alcool font-ils? Comment vivent-ils avec leurs blessures? J'ai besoin de comprendre. J'ai compris en allant dans un centre que finalement ce qu'il avait c'était une sorte de maladie. Si je voulais qu'il s'en sorte, il allait falloir que je me renforce aussi moi et que voilà, je ne pouvais pas être en état de subir sa maladie autant que lui. J'essaierais, si je devais rejouer le film, d'être encore plus présent que ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas été assez, à mon avis. Je l'ai un peu laissé tomber parfois et je m'en veux beaucoup. Je pense qu'il y a tellement d'autres choses que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait. Mais tu l'as aimé, c'était oui. Ta sœur chérie. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? L'histoire de Georges, si ça m'a permis une chose, c'est d'aborder le problème avec mon fils des années plus tard, avec beaucoup plus de sérénité. Je pense que ça m'a vraiment évité de péter un plomb et de repartir. Ça m'a permis de pouvoir en parler. Frangin, grâce à toutes ces rencontres, je me sens de mieux en mieux. C'est incroyable ce qu'elle provoque chez chacun. Tout pour être heureux. Tout pour être heureux. Peut-être pas dans sa tête. Peut-être pas dans sa tête. Je propose de passer la parole directement à Jérôme Adam, avec cette question qui, moi, m'est venue dès qu'on a commencé à échanger. C'était pourquoi ce film? Mais pourquoi pas? Donc, on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça? Pour être assez exhaustif, en fait, en 2012, donc il y a quand même plus de 10 ans maintenant, j'ai voulu travailler sur un format de fiction long métrage qui retracerait uniquement l'histoire de mon frère et la mienne, puisqu'à l'époque j'étais très marqué par tous les préjugés qui pouvaient être circuler autour de l'addiction, que ce soit mon frère qui était perçu comme un délinquant, comme un bon à rien, alors que c'était quelqu'un de plutôt intelligent, beau gosse, très, très gentil, enfin vraiment tout ce qui est le contraire des clichés qu'on peut voir dans les médias. Et donc j'ai écrit un scénario avec un scénariste américain, et ce scénario racontait notre histoire. Et il se trouve que si Cédric est tombé dans l'addiction, moi j'ai perdu la vue suite à une tumeur au cerveau au même moment. Et donc il y avait un parallèle dans cette histoire où d'un côté on disait que lui avait choisi ce qui lui arrivait et que moi j'avais subi ce qui m'arrivait. Et j'étais très marqué, et lui aussi bien sûr, par ce parallèle subi-choisi. Et j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, en fait, que c'était pas aussi évident que ça. Et c'est très tard, en fait, que j'ai réalisé et que j'ai compris les angoisses, notamment, qui pouvaient l'animer. Et donc ce film racontait cette prise de conscience, notamment tardive, des angoisses de mon frère. Bon, j'ai présenté le film à des producteurs, à des distributeurs, à des chaînes de télé. Et on m'a dit, un addict, enfin un toxico, parce qu'à l'époque on disait ça, un toxico et un aveugle, ça fait trop. Donc, je suis allé voir des éditeurs, et là, dans une maison, là, pas très loin d'ici, chez Flammarion, le directeur de collection m'a dit, c'est génial, moi on me refuse jamais mes titres, mes projets, ça va le faire et tout. Je dis, banco, on va commencer par un livre.
Et puis j'ai reçu un mail laconique de quelques lignes dans lequel il me disait non, finalement le comité de sélection n'a pas retenu le projet. Mais par contre, on va faire un livre sur une mère de famille qui cherche à sauver son fils de l'addiction. Donc je lui ai répondu gentiment, vous êtes gentil, c'est juste l'idée que je vous avais donnée avec ce film Ben is Back aux États-Unis. Bref, donc tout ça pour dire que je me suis pris que des portes fermées. Et j'ai décidé de rebondir avec un autre format, et donc un format documentaire, où j'irai à la rencontre de celles et ceux que l'on n'entend quasiment jamais en fait, sur le sujet. Et notamment, j'avais pensé donc aux sœurs et aux frères. Ce matin, on parlait des fratries, on parlait du sentiment de culpabilité, d'impuissance. Tout ça, ce sont des thèmes présents dans le film Tout pour être heureux. Et donc, j'ai pensé aux sœurs et aux frères parce que je me suis dit qu'on les interroge rarement, quelle que soit la difficulté. D'ailleurs, il y a un livre de Marie Fugain, donc la fille du chanteur, qui a perdu sa sœur suite à une leucémie, et elle raconte dans son livre que on pensait toujours au malheur de ses parents, mais on pensait jamais à sa détresse, à elle. Donc voilà, donc les sœurs et les frères, je me suis dit, on ne pense pas spontanément à eux, alors que pourtant ce sont des confidents assez privilégiés des personnes addictes, et ils peuvent se dire des choses assez fortes, assez formidables. Et puis ensuite, je me suis dit, les sœurs et les frères, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont avoir ça à gérer toute leur vie. Donc je pense qu'ils vont moins mettre l'histoire sous le tapis que pourraient le faire certains parents qui seront plus dans le déni. Tout ça, ce sont des hypothèses de travail. Et puis la troisième hypothèse, je me suis dit, ces sœurs et ces frères, ils peuvent être devenus parents aujourd'hui. Et donc comment ils gèrent ça avec leurs enfants? Est-ce qu'ils leur en parlent? Est-ce qu'ils ont peur? Et à force de me poser toutes ces questions, je me suis rendu compte que moi, j'avais peur. En fait, que j'étais angoissé de revivre ça avec ma fille, qui n'avait que même pas 10 ans encore à l'époque. Et donc, on est quand même parti dans l'aventure et on est allé rencontrer des sœurs et des frères de personnes dépendantes. Et finalement, ce regard assez singulier sur l'addiction, c'est devenu un film de famille, un film sur les relations familiales, finalement. J'ai beaucoup de personnes qui me disent nous, on n'est pas concernés par les addictions, enfin, a priori. Et pourtant, on se reconnaît énormément dans le film parce que ces sentiments d'impuissance, de culpabilité, l'écoute, l'amour, tout ça, ce sont des thèmes universels, quelles que soient nos épreuves, quelles que soient nos situations. Merci. Peut-être je vous propose d'écouter Anne... Pardon, je vais vous écouter, j'ai perdu. Je vous propose à Anne et Pascal de prendre la parole maintenant pour témoigner de votre expérience. Oui, voilà, on va vous raconter un petit peu notre histoire. Donc on est en 2018, notre fils a 15 ans, il entre en classe de seconde, et à cette époque, son comportement commence à changer. On se sent agacé, il tient des propos agressifs, il développe une opposition systématique. Il coupe court à toute discussion, ce qui fait que la communication devient un problème difficile. Il se désintéresse de ses études, il commence à sécher les cours. Pierre, c'est un garçon qui a des tas d'amis. Alors, il ne les appelle pas ses copains ou ses camarades, c'est des amis. Donc, il a des tas d'amis. Il est très bien intégré dans le village dans lequel il vit depuis sa naissance. Il connaît tout le monde, il fait partie du club de foot. Il n'a jamais eu de problème de comportement. Quand il arrive à ses 15 ans, donc, on s'aperçoit qu'il commence à fumer, notamment quand il va aux entraînements de foot. Cigarette et chicha au début. Et puis, on apprend par la maman d'un ami qu'il s'alcoolise fortement lors de soirées organisées avec ses copains et qu'il mélange volontiers des fortes doses d'alcool, donc rhum, vodka, whisky, et du Xanax. Et puis on commence à sentir une odeur caractéristique à la maison, dans sa chambre, en sa présence, celle du cannabis. Puis à partir de là, tout va crescendo. On retrouve bien des comprimés de Xanax dans sa chambre, des boîtes de tramadol. On retrouve aussi des fausses ordonnances qui ont été honorées dans une pharmacie d'Avignon et dans celle de notre village. On découvre au fur et à mesure des vols d'argent, des vols de bouteilles. Mon épouse avait un commerce à l'époque. Ces fréquentations scolaires et parascolaires deviennent toxiques. On le met en garde, bien sûr. On essaie de discuter, malgré la difficulté de communication qui devient de plus en plus importante. Et donc, à ce moment-là, Pierre n'est plus l'enfant qu'on connaît. Il est irascible, il dort peu.
ou pas du tout. Quelquefois, il nous signale des hallucinations auditives, nocturnes, qui l'empêchent de dormir. Il est épuisé, il est anxieux. Nous, de notre côté, on constate des pertes de mémoire et des difficultés de concentration. Nous nous retrouvons démunis, désemparés, inquiets, anxieux. Nos nuits furent perturbées et un sentiment d'impuissance surtout nous paralysait. Nous n'avions plus de force. Combien de fois me suis-je dit « Mais Pierre, tu nous détruis ». Nos tentatives pour le raisonner, sans doute par des propos certainement trop directs, ont abouti à une forte dégradation de nos dialogues. Les échanges se sont espacés. Les paroles sont devenues plus tranchantes et notre compréhension mutuelle s'est altérée. Les rapports de Pierre avec son frère se sont aussi dégradés. À tout cela s'ajoutent des manques de respect, une perte de confiance envers notre fils et une culpabilité. Qu'avions-nous raté et quand ? Il s'est isolé sur le plan familial, il gardait le gîte et le couvert, mais c'était tout. Nous nous sommes rapidement aperçus que nous n'avions pas les codes et les éléments de langage adaptés, ni suffisamment d'informations pour y parvenir seuls. Notre souhait était de ne pas faire d'erreur pour ne pas couper définitivement le lien, ne pas rester passif pour l'aider et l'accompagner au mieux. Il nous est également apparu que l'attachement que nous avons pour notre fils, l'envie de tout faire pour lui, notre amour, nous empêchait de gérer objectivement cette épreuve. Et nous aussi, en fait, nous avions besoin d'aide. Je vous remercie. Je vais proposer maintenant à Bruno Rocher de nous expliquer un peu comment les personnes arrivent jusqu'à lui. On évoque la dimension de l'entourage. Qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui à l'entourage ? Comment tout cela est travaillé, là où vous travaillez ? Merci. Eh bien, merci effectivement de me passer la parole sur ce vaste sujet, parce qu'effectivement, on a essayé de diversifier les modes d'accès aux services, en sachant qu'on est quand même plutôt du côté des services spécialisés, c'est-à-dire pas dans les toutes premières lignes, mais l'idée, c'est de pouvoir capter les demandes quand elles se manifestent, y compris des demandes qui sont tout à fait émergentes d'une famille qui est prise par telle ou telle difficulté. Du coup, travailler tous les préalables. On parlait de la secrétaire accueillante tout à l'heure. Je pense que c'est pour nous un poste qui est fondamental aussi. La question d'une jolie page ou jolie fonctionnelle page internet qui permet d'accéder assez rapidement au bon numéro de secrétariat pour la bonne thématique, c'est des choses qui sont importantes. Donc, c'est vrai qu'on a essayé d'être le plus attentif possible à ces questions-là. Après, ce qui est possible dans les accueils, c'est que nous, on demande généralement, alors ça peut être soumis à discussion, mais ce que les demandes de soins soient mobilisées par un écrit, alors que ce soit Internet, maintenant on fait beaucoup de mails de ce côté-là, à la fois de la part d'un médecin, généralement le généraliste ou un spécialiste à certains moments, ou même une infirmière scolaire, enfin un professionnel de santé, et puis un écrit de la part du patient. Mais ça, c'est le modèle, on va dire, un peu standard. On accepte bien évidemment toute digression par rapport à ce modèle standard, et un écrit d'un parent, notamment d'un enfant mineur, parce que là, ça amènera éventuellement des choses un peu différentes, qui sollicite de l'aide. On le traitera d'une manière un petit peu similaire. Et du coup, ces écrits permettent d'avoir des données qui sont posées sur le papier, lues par un des médecins du service, et qui permettent du coup de proposer autant que possible une réponse adaptée. Alors, il y a des modalités de réponse qui sont clairement du côté de la consultation familiale, qui est notre modalité d'accueil principale, on va dire, d'une certaine manière. Mais dans le service, on a développé, finalement, dans les différentes thématiques, parce que ça reste un gros service, donc on a la chance de pouvoir développer aussi par thématique les accompagnements que l'on propose, finalement, des groupes d'entourage ou des groupes de patients, de groupes préalables qui permettent d'accéder au minimum de mise en sens, de mise en commun de pratiques de soins ou de témoignages d'expériences d'usagers, de consommateurs ou de familles. Et finalement, le témoignage que tu proposais tout à l'heure de la dame que tu avais rencontrée et que tu avais invitée à prendre place d'elle a fait écho chez moi à un autre témoignage qui est à peu près du même ordre. On a du coup une thématique jeux vidéo addiction chez le jeune adulte ou chez le grand adolescent autour des jeux vidéo et de conduite addictive potentielle. Et du coup, ça a amené à la création d'un groupe défini pour parents de joueurs excessifs de jeux vidéo. Et c'est clairement une thématique dans laquelle les joueurs eux-mêmes sont très peu demandeurs dans une place individuelle initialement,
Et c'est clairement les parents qui sont en difficulté, comme vous le témoignez un petit peu là sur une autre thématique, mais c'est justement des choses qui sont assez transversales, qui du coup sont embêtés par cette place du jeu qui prend autant. Et finalement, c'est très fréquent que dans ce groupe-là, les parents viennent voir. Ça se passe bien ou pas bien. Des fois, ils viennent une fois, ils se rendent compte que finalement la situation n'est pas si grave, ils repartent et relativement apaisés. Puis dans des situations qui sont plus difficiles, ils viennent et ils trouvent l'écoute qu'on évoquait ce matin finalement. Enfin, je peux me plaindre de la conduite de mon fils à la maison, avoir une écoute par rapport à ça, par rapport à toutes les tentatives que l'on essaie de mettre en place. Et ben, on ne va pas juger cet élément-là et on va accueillir cette demande jusqu'à ce que ça puisse se transformer en quelque chose qui soit mobilisateur pour l'enfant. Et généralement, on voit que secondairement, quelques mois après, parce que c'est un groupe qui est mensuel, voire quelques années après, moi ça m'est arrivé de voir des parents qui sont venus pendant une année, on va dire 2015 pour donner un exemple. C'est en 2018 que j'ai vu le jeune homme qui est enfin sorti de sa tanière d'une certaine manière et a accepté de venir faire une démarche aussi en son propre nom. Mais on a aussi entendu sur ce groupe-là des parents qui sont venus exactement comme pour toi pendant une année et demie, et puis finalement on a senti que les choses se restructuraient assez spontanément pour l'ado. L'ado, on ne l'a jamais vu, il est parti d'une conduite qui était visiblement très envahissante, c'était en plus cannabis, plus jeux vidéo, et parce que la maman, qui est une maman seule, a réussi à obtenir de la sécurité et de l'accompagnement, et ben du coup les choses ont déroulé assez simplement sans qu'on ait besoin de voir le jeune homme, et on est rentré dans un soin par procuration qu'on avait déjà évoqué quelques années avant. Et tant qu'on réussit à capter une demande et une souffrance et qu'on la transforme en un espace d'écoute, d'accompagnement, je pense qu'on peut en faire quelque chose. Et puis pour être exhaustif, puisque j'ai la parole, et puis après je passerai la parole à côté. Donc il y a ces groupes-là qui sont plutôt des groupes préalables d'accueil, et puis après quand on est dans des choses plus structurées, les consultations que l'on propose dans le service sont toujours proposées de temps en temps avec les parents, et les parents qui se présentent ou qui demandent un avis téléphonique, bien évidemment qu'on y répond, et quasiment systématiquement avec l'accord du patient le plus souvent. On peut insister un petit peu, il y a quelques finalités qui peuvent être évoquées, voilà, c'est des subtilités, mais c'est des choses qui sont toujours importantes. Et puis on propose une offre de thérapie familiale, on propose une offre de thérapie multifamiliale, avec plusieurs familles qui viennent partager leur expérience les uns avec les autres autour de manuels structurés. Ça fait c'est pas éducation thérapeutique, parce qu'on est moins dans la prévention que dans l'accompagnement de systèmes qui sont déjà bien engagés dans des problèmes, mais voilà, ça on propose ça. Et puis oui, les parents sont forcément invités à être régulièrement accompagnants, présents dans les prises en charge des patients que l'on accompagne. Ici, un dernier modèle peut-être qu'on a mis en place. On a une psycho qui donc avait été recrutée sur l'activité de thérapie multifamiliale, ce qu'elle avait déjà pratiqué à Paris, donc elle a déployé les moyens sur Nantes. Et du coup, on utilise ses compétences en thérapie familiale pour aussi proposer de manière un peu intensive, pourquoi pas, des modèles de thérapie familiale courte, on va dire, et d'accompagnement familiaux, où on sait qu'on a une question particulière entre une patiente et son père, une patiente et sa mère, une patiente et son petit frère, parce qu'il ne faut bien évidemment pas oublier les fratries. Et du coup, on va juste aller cibler cette problématique-là. On sait très bien qu'on ne fera pas le tour complet de la situation, mais ça permet au moins d'être assez réactif et du coup de ne pas aller solliciter un autre système de thérapie familiale qui nécessiterait une complication organisationnelle. Merci. Au risque d'être un peu comme ça dans une construction un peu artificielle, je vais vous proposer de prendre la parole aussi pour présenter ce que vous pratiquez à Avignon, et après on pourra peut-être être plus dans un échange et de revenir aussi sur des échanges qu'on a eu au téléphone. Cassia Grandcoin, s'il vous plaît. Donc, comme je vous disais, la construction de l'accueil entourage a été une priorité pour le Centre d'addictologie d'Avignon depuis son ouverture dans les années 80. Et le premier modèle instauré, c'était une séance d'information et de sensibilisation des entourages. On va dire que c'est la porte d'entrée pour accueillir toute personne qui se sent concernée par des usages de produits ou de comportements qui n'arrivent pas encore à cerner quels sont les méandres de ce mécanisme de l'addiction. Donc cette séance d'information et de sensibilisation, elle a lieu une fois par mois et elle comporte un modèle où il y a 3 niveaux. Le premier, c'est de montrer qui nous sommes. Donc on parle de la loi de 2002, on parle de mission d'Exapa, parce qu'ils sont tous étonnés qu'il existe un lieu où ils peuvent, qu'ils puissent en tout cas être accueillis sans jugement et en toute simplicité, parce qu'on leur explique que pour cette séance, il ne s'agit pas d'un groupe de parole, donc on ne va pas discuter de la situation
de la personne pour qui il consulte, parce que c'est souvent cette porte d'entrée, je viens pour, ça a été bien dit ce matin, sauf que sans cet accueil préalable pour comprendre où ils sont, qui nous sommes, comment nous travaillons et comment se construit un mécanisme addictif, on ne peut pas avoir le même niveau de langage parce que toutes les personnes dont l'entourage consulte ne sont pas nos patients. Et c'est le cas de ce couple qui est ici, parce que je voulais quand même vous donner quelques coordonnées pourquoi ils ont été choisis. Nous venons de passer l'évaluation de l'ARS et nous avons sollicité à tous les patients qui le souhaitaient d'être patients ressources pour être interrogés. Et dans l'accompagnement, j'ai sélectionné pour ma part quelques familles, parfois des couples, parfois des personnes seules. Et j'ai dit, vous, le couple dynamique, voulez-vous en témoigner? Ils ont dit oui. Donc, c'est à ce titre qu'ils sont ici. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'insiste sur la participation des pères, parce qu'ils sont là aussi pour vous donner un peu d'espoir, même si Pierre, je l'ai vu une seule fois, à mon invitation, parce que je m'occupais de ses parents, et j'ai dit aux parents, puisque vous êtes en vacances et lui aussi, posez-y la question s'il n'a pas envie de faire un resto à Avignon et qu'il vous accompagne pour présenter qui c'est cette psychologue qui a un drôle d'accent et qui s'occupe des parents. Et il a accepté. Donc, et il me dit à la fin de l'entretien, il était encore très jeune, il avait 15-16 ans, il m'a dit, c'est bien que vous vous occupez d'eux. Alors, merci. Et on s'est quitté comme ça. Donc, une fois cette espèce d'obligation de passer par la science d'information, on propose que l'entourage réfléchisse s'ils veulent être aidants ou aidés. Alors, moi, je n'arrive pas à trop distinguer, parce que pour moi, un entourage aidant est un entourage qui se sent aidé. On ne peut pas être aidant si on n'identifie pas quelles sont nos ressources et quelles sont nos limites. Donc, pour ne pas être répétitive, parce que je pourrais parler des heures de mon travail, je vais juste insister que notre système d'accueil des entourages, c'est pour aider, quel que soit cet entourage, à identifier les facteurs protecteurs et des facteurs aggravants dans la situation. Et ça, c'est au cas par cas. Il n'y en a pas un seul qui ressemble à un autre. Et c'est très intéressant parce que vous allez voir, monsieur et madame Bourrès vont continuer à déployer un peu ceux qui, eux, ont identifié et qu'est-ce qui a été aggravant ou qu'est-ce qui a été protecteur pour eux. Peut-être, si vous voulez bien, avant d'aller vers des repères trop professionnels, j'avais beaucoup apprécié dans l'échange téléphonique que j'avais eu avec Jérôme Adam une remarque qu'il m'avait faite. Il parlait beaucoup des compétences des personnes qu'il rencontrait, de la bienveillance qu'il y avait chez toutes les personnes qui avaient été interviewées dans le film, et en fait avec sa crainte aussi qu'on ait un regard qui soit trop cliché professionnel sur les paroles des personnes. J'espère ne pas déformer et ne pas vous mettre en difficulté, mais j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette dimension-là. En fait, vous avez écouté un grand nombre de personnes réaliser ce film. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que vous en ressortez aujourd'hui? On était tout à l'heure sur le pourquoi et là aujourd'hui, avant de passer à des repères professionnels. Si je comprends bien... Non, c'est pas ça. C'est que il y a plusieurs choses en fait qui me viennent en tête. Donc, dans le film, effectivement, vous ne verrez que des sœurs et des frères, potentiellement aussi des parents, mais que des sœurs et des frères, et pas de professionnels. Ça, c'est un choix très clair, mais qui a été fait lors du montage, parce que pendant le tournage, nous sommes allés aussi rencontrer des professionnels, des gens très brillants. Très, très remarquable. Mais le premier jour du montage, le réalisateur m'a appelé le soir. Il m'a dit « Bon, écoute, si tu es d'accord, il n'y aura pas de professionnel dans le film. »
Et je lui dis, bah, écoute, depuis le début, tu as ma confiance, donc allons-y. Et en fait, c'est vrai que je ne sais pas, par rapport au film, c'est pas à moi d'en parler, c'est plus aux spectateurs. Et je sais que Bruno, qui est à ma droite, qui est professionnel et qui a vu le film, pourrait peut-être dire ce qu'il en a pensé de ce côté-là. Mais ce que je constate, en fait, c'est que ça crée vraiment une vraie proximité. On reste dans une authenticité très, très forte. Et du coup, il y a une appropriation beaucoup plus forte, je pense, du film. Ensuite, ça ne fait pas de mal parfois aux professionnels de découvrir ça. Et c'est aussi une façon de remettre certaines choses en place. Et j'ai beaucoup de professionnels qui me disent mais on ne réalisait pas, ou on n'avait pas pris en compte à quel point l'entourage était aussi important, à quel point on devait aussi s'adresser à l'entourage. Et parce que là, on entend des belles histoires en disant que voilà, à Avignon, ils accueillent l'entourage, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas partout et que ça ne se passe pas toujours aussi bien. Donc, il y a des professionnels, et c'est très humble, et c'est tout à leur honneur, qui m'ont dit mais ce film, ça a été une vraie claque. Et on voit qu'on n'intègre pas assez l'entourage dans nos programmes. Donc voilà, tout ça, ce sont des intentions qui se construisent au fur et à mesure de la vie du film. On n'a pas écrit un documentaire, ça ne s'écrit pas avec un scénario et ça sera comme ça, point barre. Tout ça, ce sont lors des rencontres qu'on s'est rendu compte de ça, lors du montage, que ça passait mieux comme ça. Et du coup, cette authenticité, cette spontanéité dans le film, le fait qu'il n'y ait pas un regard de sachant, ça c'est une expression qui revient énormément dans les échanges. Il n'y a pas le côté sachant d'un côté et de l'autre le public. Et d'ailleurs, dans les ciné-débats, quand les organisateurs me demandent des conseils, je leur dis toujours, par pitié, évitez les tables rondes avec 5 professionnels devant le public. Mettez-vous au milieu du public, s'il vous plaît. Mettez-vous au milieu du public et vous verrez que le public parlera encore plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de recommander, quoi. Éviter le côté sachant. Et puis surtout, finalement, s'il y a bien une chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, en fait. Non, je provoque un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une solution à ces solutions, que ça peut marcher avec un professionnel et pas avec un autre. Donc il faut aller voir plusieurs portes. Et tout ça, je pense que nous, on crée cette distance, justement, en donnant la parole uniquement aux familles et à l'entourage. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce qui a été dit aussi, c'est que finalement, parfois, j'ai des familles dans la salle qui me disent « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ?» Je dis déjà, aidez-vous, vous. Essayez d'aller mieux et vous verrez que ça ne pourra que l'aider aussi. Donc, je suis convaincu que le fait de parler justement entre familles, entre entourages, et mettre un peu de côté le professionnel, ça peut aussi aider à avoir ce dialogue très clair et très, très direct. Puisque indirectement tu me passes la parole, je me permets de répondre avant que vous la preniez à votre tour, parce que du coup c'est l'occasion de te remercier de la justesse du film. Moi je l'ai vu en tant que pro, effectivement j'étais animateur de cette table ronde où on n'était que 2 et on s'est assis à hauteur du public, donc on a à peu près été dans les lignes directrices de ce que tu avais énoncé, mais du coup c'était organisé par une association de thérapie familiale, donc c'est peut-être important aussi de signifier que ce contexte est déjà très ouvert, donc j'ai pas été pris par le côté pro de la lecture de la place des familles, parce que j'en étais relativement convaincu et je pense que la salle était assez convaincue. Mais dans vraiment le souvenir que j'ai de cette animation de table ronde, c'est de la claque, effectivement, de l'humanité qui se dégage du film, parce qu'on ouvre la porte à un échange que tu fais, du coup en allant voir les différentes fratries que tu interviews au fur et à mesure du documentaire, et on voit tout un tas de belles histoires qui se racontent. Et je pense que c'est une des différences qu'il peut y avoir entre une fratrie et des parents, c'est que probablement que la fratrie elle souffre beaucoup, ça c'est une évidence, et qu'on l'écoute pas assez dans les espaces de soins, ça c'est sûr, mais en même temps je suis assez convaincu que la fratrie est moins engoncée dans le blocage que la pathologie amène de parents versus des enfants, et du coup dès qu'on ouvre la porte à la parole des fratries, on obtient des belles histoires, comme tu dis, des beaux témoignages d'une humanité qui est souffrante, qui est en difficulté, mais qui ne demande qu'à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dire des choses. Donc vraiment la claque qu'on a pris dans ce ciné-débat-là, c'est surtout cette question de l'humanité des échanges qui pouvaient être donnés. Merci. Donc Anne, je vais pouvoir vous rendre le micro. Tout à l'heure, je vous ai coupé, désolée, mais c'est parce que je trouvais important de préciser ces éléments. Avant de vous demander ce que vous avez pu trouver lorsque vous avez rencontré quand même des professionnels, ce qui s'est passé pour vous,
comment vous êtes arrivé. Oui, ben on va continuer notre histoire avec la prise en charge qui a été faite au XAPA d'Avignon. On a d'abord tenté, notre fils, on essaie de le convaincre et on l'a orienté, de consulter, et on l'a orienté vers la maison des adolescents d'Avignon. Donc, ce qu'il a accepté, parce qu'il est assez compliant, il était quand même compliant pour ça, à ce niveau-là. Il a été reçu 3 ou 4 fois en notre présence, et puis ensuite sans nous, et nous avons été reçus comme parents accompagnants aussi à la maison des adolescents. Et puis, rapidement, Pierre n'a plus souhaité continuer. Il trouvait que cette prise en charge ne lui convenait pas, ne servait à rien. Et puis, donc, on a contacté le XAPA d'Avignon sur les conseils d'une amie qui connaissait l'institution personnellement pour y être allée. Et c'est elle qui nous a donné le nom de notre psychologue. Pierre, lui, ne voulait pas entendre parler d'une prise en charge. Donc, comme c'est vrai qu'on était assez en détresse, nous, on y est allés et on a eu la bonne surprise d'apprendre que les aidants, les parents, pouvaient être reçus. Ce qui est important de savoir, c'est que l'accueil a été bienveillant. Un accompagnement adapté et individualisé nous a été proposé. Nous avons eu, dès le premier rendez-vous, des informations sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, ainsi que sur les possibilités de prise en charge des accompagnants. Nous avons pu donner notre consentement pour engager ce suivi en toute connaissance de cause. Cette écoute a été bienveillante, sans jugement. Elle nous a été d'un grand réconfort pour nous deux. Cela nous apportait déjà un grand soulagement de verbaliser simplement nos angoisses et nos inquiétudes. La description des addictions collait tout à fait avec ce que nous vivions et constations chez Pierre. Les informations qui nous ont été données sur toutes ces addictions nous ont permis de remettre notre démarche dans une perspective positive. Notre fils n'était pas le seul à consommer du cannabis, de l'alcool, du tabac. Nous n'étions pas les seuls parents à gérer cette situation. Nous n'étions plus seuls. De nos discussions régulières au XAPA, une fois par mois, nous avons pu élaborer en commun des éléments de langage, des attitudes, des objectifs, souvent très limités, mais qui nous ont permis assez rapidement de maintenir le contact avec Pierre. Chaque consultation permettait, avec l'aide de Madame Grandcoin, de déterminer un objectif concret à atteindre pour la consultation du mois suivant. De même, la fixation de règles de vie à la maison et un cadre avec des limites précises permirent d'améliorer nos relations et surtout d'établir un début de dialogue. Le but était évidemment de saisir les instants propices pour discuter d'addiction avec Pierre. Et parfois, j'avoue, je laissais traîner un flyer ou un document qui parlait des addictions, des risques et des conséquences. Je poursuis pour donner un petit peu les clés. Une des clés a aussi été d'envisager les remarques que nous avions à lui faire sur un plan affectif. On en a parlé ce matin. Donc il n'était plus question de dire ne fais pas comme ça ou ne fais pas telle chose, mais de lui dire quand tu fais ça, ça me fait de la peine, ou j'ai peur quand tu fais ça, ou je suis inquiet quand je te vois faire telle chose. Cela a permis à Pierre de se rendre compte que nous vivions, nous aussi, des moments difficiles, que nous étions inquiets et que son attitude avait un retentissement non négligeable sur notre état moral. Le fait de dire à Pierre que nous connaissions bien maintenant ses problèmes, ses angoisses, de lui exprimer notre soutien et notre besoin d'accompagnant a aussi été très positif. Nous pouvions discuter avec lui d'addiction sans tabou, d'apporter des arguments certifiés. Et dans ce sens, le rôle des familles et des accompagnants est également très bénéfique. Notre suivi au XAPA nous a permis aussi de gérer les crises, les moments de doute et les moments où la spirale vous tire vers le bas.
L'entourage doit être pris en charge aussi pour cette raison. Si l'accompagnant n'est pas dans un état psychologique d'aider les usagers, c'est une double peine qui s'abat sur eux. Et puis on s'est aperçu qu'au fur et à mesure des entretiens, nous développions progressivement nos compétences à nous et étions ainsi moins pris de court dans les situations difficiles. La prise en charge Oxapa a été globale. Nous pensons que c'est là une des clés de la réussite. C'est-à-dire que tous les problèmes de Pierre ont été envisagés dans un contexte global, familial, sentimental, social, économique, environnemental. Parce que pour aider Pierre, il fallait l'assister dans ses études, apprendre à lui refaire confiance, le coacher, lui redonner des responsabilités, lui apprendre à gérer son budget, le faire évoluer dans sa recherche d'un métier puis d'un emploi, le mettre en garde sans le braquer, lui ouvrir les yeux sur certaines personnes de son entourage, le guider dans ses choix tout en respectant son avis. Il fallait également gérer l'adolescence. Nous devions maintenir à tout prix le cadre, mais aussi réapprendre à lui faire confiance. L'évolution des relations avec Pierre n'a pas été linéaire. Il y a encore aujourd'hui des hauts et des bas, sans doute plus de bas que de hauts. Mais il y a aussi eu de belles périodes détendues pendant lesquelles nous nous sommes retrouvés et avons partagé de bons moments. Au fil du temps, ça fait bientôt 4 ans, la progression s'est faite vers le mieux. L'addiction de notre fils aux alcools forts s'est amendée. Aujourd'hui, il nous semble qu'il n'en consomme plus. Reste le tabac. Pendant un moment, il a consommé du CBD. Maintenant, il recommence au cannabis. Surtout quand il se retrouve en compagnie de certains anciens amis. Et on peut dire qu'il y a eu quelques périodes d'abstinence totale. Aujourd'hui, il a 20 ans. Il a réussi le bac qu'il a obtenu avec une mention, le permis de conduire. Il a effectué une année supérieure d'études supérieures à Montpellier. Et il a abandonné. Surtout avec la présence d'amis toxiques qui ont eu un effet très néfaste sur ses addictions, sur le tabac, les addictions, tabac, cannabis, alcool. Et donc, il n'a pas poursuivi cette formation, qui pourtant, au fond de lui, était ce qu'il désirait. Le soutien que nous a apporté notre psychologue pendant tout ce temps a été essentiel, voire vital. Il dure encore aujourd'hui. Ce soutien nous a permis de survivre, d'avoir un réconfort, surtout de maîtriser nos angoisses, nous informer, continuer à avancer, avoir une écoute attentive mais jamais dans le jugement, éviter surtout d'aggraver une situation compliquée, éviter de commettre des erreurs, nous assister, nous accompagner, avoir sur les événements un œil différent, neuf, faire progresser notre réflexion et notre compétence, maintenir le dialogue, utiliser des éléments de langage adaptés, retrouver de l'énergie, de la confiance, de la force, renouer un vrai lien de confiance avec notre fils. Merci Oxapa d'Avignon. Si je peux reprendre sur ce que vous avez pu évoquer là aujourd'hui, j'avais envie de vous poser la question, Cassia, de savoir, je sais que vous avez réfléchi à modéliser un peu l'approche que vous pouviez proposer à l'entourage, donc je veux bien que vous nous en parliez. Peut-être évoquer quelques ingrédients qui vous semblent majeurs un peu dans cet accompagnement, ce que vous constatez parmi les personnes, au risque d'avoir l'air trop de donner des repères professionnels, mais je pense que c'est aussi un attendu de savoir quel type de travail peut être abordé et peut-être un peu décrire dans quelle situation les personnes arrivent, avec quelles demandes. On entend une histoire qui est une histoire singulière, bien évidemment, qui est la vôtre, mais au-delà de cela, les demandes avec lesquelles les personnes arrivent. Avec plaisir. Donc, souvent, j'ai pu évoquer avec l'équipe, parce que quand les personnes présentes parlent de Oxapa, c'est dans son ensemble, parce que les situations sont travaillées en équipe. Je ne travaille pas seule, même si
tous les entourages, ne sont pas vus par toutes les professions présentes au sein du XAPA. La porte d'entrée, Mireille, c'est toujours une urgence subjective. Qu'est-ce que c'est cette urgence subjective? C'est le sentiment d'impuissance. Et je pense que c'est important pour nous de scinder le titre de notre table ronde, accompagner l'entourage. Oui, mais sous quelles conditions? Dans quel contexte? Parce que si, et ça a été évoqué brièvement ce matin, l'entourage fait réfléchir l'équipe, comme disait M. Adam, par rapport à qu'est-ce qu'on va leur offrir, pourquoi c'est difficile d'accueillir cette demande qui est urgente, parce qu'il y a une crise, sans avoir un paquet SFR qui va combler tous les besoins et qui va faire que la personne va être satisfaite par rapport aux besoins exprimés. Parce que c'est toujours comme ça. Comment on adapte une offre de soins qui soit en accord avec les besoins exprimés par la population accueillie. Et la population accueillie, dite entourage, va avoir des demandes démesurées. En début des années 2000, les secrétaires me disaient « Mais Cassia, il a une famille, tu peux le prendre au téléphone, ils veulent qu'on aille chez eux parce qu'il a un problème, la personne va mourir. » Et je disais « Mais on ne peut pas se déplacer. On n'a pas cette mission-là de faire le SAMU, le pompier, etc. Mais la demande est légitime. Donc, je prenais la personne au téléphone pour expliquer que vous êtes au bon endroit. C'est juste que nous n'allons pas pouvoir donner suite de la manière dont vous nous sollicitez, mais on va trouver une solution ensemble. Donc, accompagner l'entourage, c'est quelle est l'écoute que nous avons de la demande initiale. Parce que si la demande initiale, comme a été encore souligné ce matin, est d'envoyer les gens dans un SSRA et qu'ils fassent ensuite une post-cure ou qu'on mette l'espérale, pour ceux qui connaissent le gendarme du problème alcool, c'est pas chez nous. Parce que accompagner, c'est aller selon le rythme de la personne, mais surtout avec des ingrédients très importants. La première chose, c'est qu'il faut travailler avec un principe de réalité. Et le principe de réalité, c'est que les XAPA ont une forte demande et qu'être accompagné une fois par mois n'est pas la chose la meilleure qu'on puisse offrir. J'irais même à dire que ça serait une fois par semaine, mais malheureusement, il faut donner de la place aux plus nombreuses personnes. Donc, le rythme, le respect de la temporalité, quelle est on va dire, la chose la plus importante à résoudre comme priorité pour la famille. C'est ce que ce couple vient de dire. Nous, on arrivait avec un objectif, parce que je disais, vous pouvez dire beaucoup de choses, ce sont des entretiens qui prennent du temps. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait en équipe pour donner la place au plus grand nombre? On a créé un programme d'éducation thérapeutique pour les patients et leurs entourages alcool, parce que ça a été validé par l'ARS PACA, c'est un outil territorial. Quand on va dans le site du CRES, on est référencé et n'importe qui peut venir au XAPA d'Avignon pour justement faire ces modules d'éducation thérapeutique du patient façon entourage. Et dans ces modules, il y a 3 étapes. La première, c'est travailler à travers les représentations et les croyances, parce que les croyances du début, c'était si mon enfant, mon fils, mon mari, ma fille, ma mère, ma sœur consomment, par exemple, de l'alcool, il va consommer demain de la cocaïne, demain du crack. Donc, il avait cette notion de monter en puissance. Et aujourd'hui, pour notre expérience vauclusienne, il n'y a pas un seul patient qui présente une seule addiction. Nous remplissons toutes les cases là de dossier. Et puis j'ai dit, mais attendez, c'est pas votre fiche ADN. Hein, c'est pour l'instant, quelle est l'addiction qui pose problème? Et là, c'est là qu'ils disent, ah, elle m'a entendu, mais elle ne va pas vouloir me rendre tout à fait clean, parce que ça n'existe pas. Nous devons faire avec. Et là, je passe à la deuxième partie de la question. Comment en faire un levier de la réduction des risques? Petit
rappelle qu'est-ce que c'est la réduction des risques. Pour les familles, c'est un jargon d'addictologue, parce qu'on parlait de réduction des dommages. On a toujours travaillé avec, on va dire, le côté qu'est-ce qui est le plus apparent, le plus urgent et qui comporte un risque vital, comme quelqu'un qui a une forte dépendance physique à l'alcool et qu'on dit aux familles il ne faut pas qu'il arrête de consommer brutalement. Ils regardent comment ça. Vous incitez les gens à consommer. Non, on évite qu'il fasse une DT et qu'il y ait des complications neurologiques plus importantes parce qu'on a des DU, on a des DSU, et on a une connaissance globale, même si la personne n'a pas été reçue par des médecins. Donc, deuxième chose, Mireille, pour continuer dans cette volée, quelles sont les conditions? Que l'équipe soit formée et qu'il y ait l'envie de faire engagement, collaboration, avec ces entourages-là. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'accompagnement possible avec l'entourage si on nous sollicite uniquement pour résoudre le problème de leur impuissance. Parce que le travail d'accompagnement, il va être pour aider, selon ce qui a été décrit à la manière de monsieur et madame, les éléments qui réduisent les risques. Quels sont ces risques? Ce sont des problèmes qui ne sont pas là et qui risquent d'arriver, mais que si on regarde que sur le mode préventif, prévenir est très difficile, mais on peut donner déjà des informations et surtout soutenir et être en appui pour celui ou celle qui est aux prises avec les addictions. Et pour finir, en plus du programme d'éducation thérapeutique de patients, nous avons des entretiens familiaux, comme ça a été le cas dans plusieurs XAPA. Ces entretiens familiaux, ils sont proposés dans 2 cas de figure. Quand l'équipe de soins, à travers le projet individuel de soins, voit qu'il y a un obstacle à l'avancement des soins, que ce soit du côté de l'entourage ou du côté du patient, on propose une rencontre souvent quadripartite. La personne consommatrice ou qui est aux prises avec une pratique comportementale, les professionnels qui accompagnent l'entourage et le patient, et tout ça avec l'accord préalable de toutes les parties. Et quand on offre ce moment de médiation, c'est pour déterminer qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Qu'est-ce qu'on abandonne pour redonner de l'élan à quelque chose qui respecte à cette notion, là où vous en êtes, qu'est-ce qui est possible de faire? Ça peut être à la demande des entourages qui sont beaucoup plus actifs parce que la motivation première est celle de faire plaisir aux entourages au sens large pour diminuer le sentiment de honte et de culpabilité. Mais souvent, c'est une expression là de langage commun dans l'équipe, on dit quand la motivation est extrinsèque, on va devoir travailler la motivation propre qu'il va falloir aller chercher. Et ça prend plus de temps. Donc voilà les dispositifs. Et la toute dernière chose, c'est que nous faisons des journées trimestrielles de théma pour les professionnels, parce que les entourages professionnels sont essentiels dans la réduction des risques. Les CHRS, la justice, le médico-social associé, tous les dispositifs de territoire. Voilà, merci. Un grand merci pour ces précisions. Bruno, je voulais vous demander si, en fait, est-ce qu'on peut comme ça penser à un accompagnement qui soit le même, quelles que soient les conduites addictives, quelles que soient les conduites à risque rencontrées chez les jeunes, enfin, auprès de l'entourage? Est-ce qu'on peut travailler de la même façon, quelles que soient les conduites? Et quand on évoquait la dimension de l'entourage, est-ce qu'on peut l'élargir à entourage professionnel? C'est aussi une dimension que je trouve intéressante par rapport à ce que vient de dire Kassia. Tout à fait, même si effectivement j'étais en train de réfléchir que j'allais aborder cette question-là, mais tu l'as dit Kassia juste à la fin. Effectivement, je pense qu'on a l'idée que le patient doit être aidé, donc c'est le corps soignant qui doit l'accompagner. Il a son entourage, il faut proposer quelque chose à l'entourage, y compris les parents, puis la fratrie. Et puis je pense que le soignant qui se retrouve en première ligne ou aux prises avec une conduite addictive qui, par définition, s'aide quand même pas facilement, on sait très bien que c'est des problématiques qui sont assez lourdes et qui mettent du temps à se mobiliser, peut avoir un risque
d'épuisement ou d'avoir besoin de compléter sa place auprès d'autres professionnels pour l'accompagner, l'étayer dans différentes dimensions qu'il ne pourrait pas maîtriser. Les conduites addictives ont toutes des aspects sociaux, donc ce que tu as dit, la justice, l'éducation, quoi que ce soit, enfin l'hébergement, qui doivent être accompagnés, des aspects psy, globalement on se débrouille à peu près de ces questions-là, et puis des aspects médicaux, et on n'est pas toujours très à l'aise avec nos partenariats médicaux. Et je pense que c'est extrêmement important sur un territoire, alors que ce soit à l'échelon d'une ville ou à l'échelon d'une région, ça dépend du service dans lequel on travaille et puis de la mission qui nous est donnée, mais que de fortement travailler cette question de réseau pour compléter les soins. Et pour parler un petit peu de notre activité dans les troubles des conduites alimentaires, l'anorexie et la boulimie, on sait que c'est des conduites qui ont des conséquences médicales qui sont lourdes, voire extrêmement difficiles, et vous me passerez le jeu de mots. Mais du coup, le fait est que psychiquement, on peut s'occuper de la famille, psychiquement, on peut accompagner le patient, mais si on n'a pas un service de renutrition un petit peu intensif dans des histoires qui sont dramatiques, on ne peut rien faire, on est paralysé par la trouille de voir la patiente se dégrader. Et il faut absolument avoir le contact avec les médecins traitants, avec les nutritionnistes de ville, avec les services hospitaliers, voire les réanimations, qui permet de se sentir suffisamment étayé en tant que professionnel pour avoir la sécurité de travailler. Donc ça, c'est la réponse à la deuxième question. La première question qui était est-ce qu'on peut s'occuper de la même manière de tout ? Non, parce que tout n'est pas la même chose. Chaque patient est individualisable, bien évidemment. Chaque relation familiale l'est aussi. Chaque thématique va être avec des particularités, des addicts aux jeux d'argent, à l'alcool, aux addictions pornographiques, aux troubles des conduites alimentaires, au shit. C'est pas la même chose. Il n'empêche qu'il y a des terreaux communs qui sont assez fondamentaux. On l'évoquait sur la table ronde ce matin. On va aborder la question de la conduite, effectivement, en fonction de la sécurité qu'on a, de la formation qu'on a pu avoir. Mais à un moment, il faut mettre un peu les doigts dedans. Si on a le droit d'y aller, qu'on se sent la pertinence. Mais en service d'addictologie, on est là pour aller s'occuper de l'ensemble des conduites addictives et d'aller éventuellement poser la question et aborder ces questions-là. Et à partir du moment où on le fait avec cette pertinence de la formation professionnelle et l'envie de s'occuper de l'individu ou de la famille, je pense qu'on tombera assez juste finalement dans l'initiation d'un projet de soins. Un grand merci à tous. De belles expériences. On pourrait continuer comme ça, mais bien évidemment, le micro vous est offert si vous souhaitez poser des questions, intervenir, réagir. C'était très complet. Il y a un micro dans la salle, n'hésitez pas. Oui. Je voudrais poser une question. On va vous amener le micro, monsieur. Côté entourage, parce que vous avez mentionné tout un tas d'associations, d'organismes, d'établissements qui peuvent aider. Mais quand, une fois qu'on a découvert qu'il y a un problème d'addictologie dans la famille, à quelle porte il faudrait aller frapper en premier ? Parce que c'est quand même une nébuleuse, c'est pas facile quand on n'est pas dans la profession de savoir à qui s'adresser en premier. Est-ce que vous auriez un conseil là-dessus ? Moi, bien sûr, j'ai plein de choses à vous dire. Je ne suis que modératrice. Non, mais non, allez-y. Je pense qu'il y a des repères qui ont été donnés ce matin, c'est-à-dire que déjà regarder ce qui existe autour de chez soi. La proximité compte énormément. Donc en fait, il y a des cartographies d'établissements qui accueillent bien sûr les publics dont on parle aujourd'hui, qui se retrouvent logiquement sur tous les territoires, à savoir l'Exapa, les Carudes, on l'a évoqué ce matin. Cela peut être de très bonnes portes d'entrée, mais il y a aussi le sanitaire qui, à des moments, crée des consultations qui sont ouvertes au grand public. Et bien évidemment, il y a les associations, mais elles sont inégalement réparties sur le territoire. Donc ça vaut le coup d'utiliser un peu Internet et de regarder ce qui existe. Ensuite, il y a des grands... les ARS aussi peuvent vous renseigner. Bien souvent, elles ont des adresses, des cartographies, qui permettent de repérer qui fait quoi sur le territoire. Ça peut être une bonne porte d'entrée également. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, madame. Oui. Oh, vous voulez... non, il y a d'autres questions. Bon, bah, allez-y. Non, on va prendre les questions. Je parlerai après. Béatrice Morisset-Copmin, collectif de proches de malades alcooliques. Moi, je voulais rebondir sur une phrase que monsieur et madame Bourrez ont dit tout à l'heure. Le soutien nous a permis de survivre. C'est très fort, quoi. C'est la vérité, et on le sait. Je rebondis en même temps sur ce que disait le monsieur qui est à l'arrière, c'est-à-dire les associations et où s'adresser. Les professionnels, indispensables, incontournables, mais effectivement, il y a beaucoup d'attentes
Il y a énormément d'attentes. Et vous parliez, Monsieur Rocher, de complémentarité. Alors, effectivement, dans l'obésité, on va peut-être s'adresser à une nutritionniste. Dans le cas présent, je pense que l'écoute des associations de terrain, le travail des associations de terrain est vraiment extraordinaire. On ne va pas réinventer le fil à couper le beurre, mais il y a des associations sur le terrain. Là, dans la salle, il y en a plusieurs. Il y a des représentants des membres de la Camérup. Il y a une représentante, enfin, je ne peux pas citer, mais je cite quand même à l'ANON. Ce sont des associations où il est possible de téléphoner, d'aller, d'être écouté, d'avoir un avis dans l'immédiateté, parce que vous disiez, voilà, à un moment donné, on pète un câble, on se trouve en situation d'urgence, le XAPA ne peut pas la gérer. On ne peut pas vous prendre en urgence, il va y avoir un délai d'attente. Et je vois la très bonne complémentarité de l'association de terrain avec peut-être une meilleure cartographie ou lisibilité sur l'ensemble du territoire pour que dans l'urgence, une famille en difficulté, un frère, une sœur, un enfant, puisse être entendu, écouté ou avoir quelqu'un. Voilà ce que je voulais dire, c'était un peu dans le... Merci. Vous avez tout à fait raison. Jérôme, vous vouliez parler ? En fait, je vais insister sur ces groupes de parole qui, nous, on le voit dans les projections, sont énormément présents, se reconnaissent énormément dans les thématiques du film, et on voit beaucoup de familles, justement, pour qui ces groupes de parole, vous citiez Alanon notamment, ont été très, très utiles. Quelque chose sur lequel je voulais insister, et pour être un peu moins caricatural que ce que je disais tout à l'heure, quand je disais « on sait qu'on ne sait rien », en fait, ce que je voulais dire avec cette phrase un peu provocante, c'est on sait que ce qui va marcher pour une personne ne marchera pas forcément pour l'autre. Et moi, parfois, on me demande « mais alors, les personnes que tu as rencontrées qui s'en sont sorties, comment elles s'en sont sorties ?» Et notamment, dans le film, il y a une personne qui vit à Barcelone et qui, elle, dit qu'elle s'en est sortie en allant à Barcelone, donc en changeant d'environnement et en se mettant au yoga. Et donc, quand je raconte ça à des professionnels, je me souviens très bien de la remarque de Jean-Pierre Coutron, que plusieurs d'entre vous doivent connaître. Il m'a dit « T'avoueras, Jérôme, qu'aller à Barcelone, ça ne va pas marcher pour tout le monde. » Et effectivement, dans le genre environnement tentant, on peut comprendre que ça ne marchera pas pour tout le monde. Donc, voilà, pour être un peu plus explicite que tout à l'heure, moi j'invite vraiment à essayer et d'ouvrir des portes. Et c'est pas parce qu'une porte ne marche pas avec vous qu'elle ne marchera pas forcément avec quelqu'un d'autre. Et à l'inverse, si cette porte ne marche pas pour vous, eh ben vous pouvez en ouvrir une autre. Et là, vous allez peut-être tomber sur un professionnel avec qui vous aurez le feeling et ça ira. Donc, je suis toujours un peu gêné, moi, quand on me demande des recettes. Parce que ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas une recette par personne, mais qu'il faut vraiment tenter. C'est pareil, le yoga, ça a marché pour Georges, mais je connais plein de personnes à qui ça ne convient pas du tout. Et ça va être le sport, ça va être autre chose. Donc voilà, il faut vraiment essayer de sortir de ce schéma, de se dire qu'il y a une recette à suivre. Et que voilà, il y a forcément tellement de particularités à prendre en compte qu'il faut tenter et expérimenter. Oui, on a vu souvent en addictologie que la rencontre était parfois très importante. Ce qui passe avec une personne ne passera pas forcément avec un ensemble de professionnels dans une équipe. Et donc, effectivement, il faut se risquer à rencontrer des personnes autour de soi. C'est bien pour ça que je disais, regardez vraiment tout ce qui existe en proximité, tester les rencontres, aller rencontrer les professionnels, regarder quelle est l'offre. Même s'il y a un peu d'attente, ça peut être intéressant d'entendre ce qui se pratique. Et bien évidemment, on est, je pense, tous d'accord sur l'idée que chaque accompagnement est unique. Mais les repères professionnels sont nécessaires quand même. Une autre question ? Oui, j'aurais voulu intervenir, Mylène. Je suis assistante sociale dans le 47. Et ce qui m'interroge et ce qui me pose question là en vous écoutant, c'est comment fait-on quand on est dans des territoires éloignés ? Comment fait-on quand on est une famille avec peu de ressources, à la fois sur le plan de réseaux, tout simplement, de réseaux amicaux, de réseaux... et quand on est à l'ère du tout numérique, pour des personnes qui n'ont pas de possibilités
d'avoir un ordinateur encore à l'heure actuelle et de pouvoir avoir une adresse mail et de pouvoir se renseigner sur les réseaux que beaucoup d'autres personnes utilisent, mais pas eux. Et c'est juste une question, une remarque, parce que à l'heure actuelle encore, dans l'accompagnement des personnes avec des problématiques addictives, un peu moins avec l'entourage, parce que ça ne s'est pas trop passé pour l'instant, mais on a encore des gens qui n'utilisent pas le numérique. Voilà. Donc, et je me suis heurtée plusieurs fois à ces problématiques-là. Donc, je pose la question. Je veux bien tenter une réponse, parce que ça fait écho à un truc que j'avais éventuellement envie de signifier. Je pense que c'est extrêmement important que l'entourage se sente légitime pour aller solliciter une aide du côté des professionnels, mais du côté aussi d'un club sportif ou de choses qui font du bien et qui permettent aussi de questionner le lien qu'on a avec le patient, etc. Donc ça, c'est du recours avec des individus. Mais je trouve aussi, alors la fin de votre question m'embête parce que vous dites qu'on n'a pas le numérique, comment on fait? J'allais dire, il y a aussi énormément de ressources qui sont possibles sur Internet qui permettent d'avoir quand même des données qui sont intéressantes pour aller dans un champ de problématiques, questionner comment les autres y font, qu'est-ce qui peut se passer, quelles seraient les pistes possibles. Si on n'a pas Internet, on se retrouve bloqué par rapport à ça, mais il reste quand même des centres de documentation, tout un tas d'associations qui existent, qui ont exploré, qui mettent en disposition différents types d'ouvrages qui sont possibles, et sur un grand nombre de problématiques addictives, soit de manière très générale, soit de manière préventive, soit de manière spécifique sur telle ou telle thématique. Il y a des ouvrages qui sont aussi là, finalement, à destination de l'entourage pour du coup donner quelques pistes d'exercice, de changement, de changement de cadrage, de regard sur la problématique, et qui peuvent, pourquoi pas, des fois être une pierre qui permet de décaler un petit peu la situation, quoi. Mais par rapport à la question sous-jacente que j'entends du désert médical ou des déserts médicaux, pas plus en addicto qu'en cardiologie, on va être capable de combler les trous, quoi. Il y a quelque chose qui là est de l'ordre de la dégradation du système de soins qui, selon moi, nécessite absolument qu'on se serre les coudes justement entre les professionnels des différents champs pour au mieux potentialiser nos actions et surtout éviter les doublons et essayer de s'appuyer les uns les autres. Il n'y a pas mieux que ça, parce que de toute façon, on va être dans des trous manifestes et dans toutes les régions. Anne et Pascal, je peux vous demander comment vous avez eu connaissance de l'offre du XAPA? Ah, c'est par la maison des ados? Oui, on était allé... C'était vraiment le bouche à oreille. Hein. Oui. C'était vraiment le bouche à oreille, oui, absolument. Oui. Ouais, merci. Madame? Oui, oui, ben, comme l'association a été citée, je voulais en dire un peu plus. Les groupes familiaux à Lannon ont été cités par Jérôme Adam et sont revenus et j'en parlais ce matin. Ça fait partie des associations. C'est la plus ancienne association qui s'adresse à l'entourage des malades alcooliques. Vous demandez comment donner accès à des personnes qui n'ont pas accès au numérique. Prenez-vous les infos sur ce genre d'association. La nôtre a un numéro de téléphone. Il suffit d'appeler pour avoir des numéros de téléphone de personnes qui vont pouvoir répondre, qui vont pouvoir offrir cet accueil bienveillant dont parlaient Anne et Pascal, cet accueil sans jugement. Les groupes sont des groupes d'entraide qui vont fonctionner sur l'identification, parce que dans le groupe, j'entends la parole de quelqu'un qui vit quelque chose de proche. Je vais trouver comment modifier mon comportement, ce que Anne et Pascal ont vécu avec le soutien d'une psychologue. C'est des choses qui se vivent dans les groupes d'entraide entre pairs. Peut-être, si je peux me permettre, madame, je pense ce que j'essayais de dire, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Et qu'effectivement, regarder ce qu'il y a autour de chez soi, c'est extrêmement important. Je travaille depuis un moment en addicto, et ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est que c'est une grande famille, que beaucoup d'entre nous se connaissent, qu'on sait que sur le territoire, il y a eu beaucoup de mariages, pas de mariages, qui se sont constitués. Mais pourquoi pas? Il y a peut-être des mariages qui sont aussi... Et donc, effectivement, le bouche à oreille fonctionne. Et à partir du moment où on a rencontré une personne qui connaît quelqu'un, les choses vont assez vite. Et si, bien évidemment, cette bienveillance qui est constamment décrite dans l'accueil qui est nécessaire pour l'entourage, mais bien sûr aussi pour les personnes concernées, tout le monde la porte, en fait. Je pense que c'est vraiment important de le dire.
Madame, je crois que vous vouliez la parole. Oui, mais je voudrais rebondir sur ce que la personne précédente vient de dire. Effectivement, nous sommes de nombreuses associations qui ne sont pas forcément connues. Celle dont je fais partie, par exemple, est très peu connue. C'est la santé de la famille. Elle est issue de la SNCF. Mais maintenant, nous nous adressons à tous et nous sommes présents un petit peu partout en France. Alors effectivement, on peut nous trouver sur Internet avec un site tout simple, lasantédelafamille.fr. Mais sinon, on peut nous trouver aussi, par exemple, moi je suis de Limoges, en prenant contact avec l'hôpital psychiatrique. À l'hôpital psychiatrique, nous intervenons au pôle des usagers et toutes les associations qui ont un rapport avec justement l'entourage, l'aide, les groupes de parole qui s'adressent aux aidants ou aux personnes dépendantes ou qui sont en difficulté psychique sont représentés. Donc les gens qui travaillent à l'hôpital psychiatrique sont de bons interlocuteurs. Et puisque j'ai le micro, j'en profite pour faire un mini témoignage, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit avant. À un moment donné, vous avez parlé de, si j'ai bien compris, d'approche systémique de la famille en disant, de la famille ou de l'entourage, en tout cas du groupe, en disant si une personne change, eh bien tout change en définitive. Et dans mon cas, je suis arrivée à cette association parce que mon compagnon est dépendant. Il est dépendant de l'alcool. Mais justement, j'ai été très bien accompagnée dans cette association. Je suis maintenant moi-même militante. Moi-même, j'anime aussi des groupes de parole. J'ai été suivie en entretien individuel et j'accompagne aussi des personnes en entretien individuel. Et dès le départ, j'ai expliqué à mon compagnon que j'adhérais à cette association, que j'avais besoin d'être suivie parce que c'était trop déstabilisant pour moi, que je n'allais pas réussir. Excusez-moi. Vous préférez reprendre après ? Non, ça va aller. Ça va aller. J'ai fini là en réalité. Et donc oui, cette association m'a apporté beaucoup. Elle m'a apporté un épanouissement personnel grâce à l'aide que j'ai pu apporter à d'autres, grâce aux rencontres que j'ai faites, par exemple ici aussi, et à d'autres réunions où j'ai pu aller grâce à l'association. Et il est vrai que l'attitude de mon compagnon est différente. Ça lui a permis de prendre conscience de l'importance que de sa difficulté avait pour moi. Et je ne dis pas qu'il se sépare de l'alcool, parce que c'est quand même compliqué, on va dire. Mais il tient compte. Ce n'est pas du tout la même attitude. Il fait son possible, il essaie. Vous parliez de réduction des risques. Actuellement, il est dans la réduction des risques. Ça change beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Ah pardon monsieur, excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Omar. J'ai entendu en fait qu'ils disent qu'en fait il n'y a pas de recette, mais je dis heureusement parce qu'il y en a des milliers de recettes qu'on peut prendre les ingrédients qu'on peut avoir pour avoir sa propre recette. Merci. Je rappelle souvent qu'en addicto, regarder double, c'est pas mal. Déjà, même si on n'a pas, si on n'a pas à côté de chez soi un professionnel qui peut être rencontré assez rapidement, ça peut être intéressant de partager un regard avec quelqu'un d'autre. Et déjà, souvent, c'est très éclairant. À vous, monsieur. Oui, je voudrais... Oui. Allez-y, je vous en prie. Oui, je voulais simplement déjà remercier la personne tout à l'heure de Joie et Santé qui vient de faire son témoignage et de rappeler simplement que Joie et Santé, Entraide Addict dont je fais partie, Vie Libre et encore deux autres associations, tout ça c'est la CAMRUP. Et donc vous pouvez toutes les retrouver, toutes ces associations, vous pouvez les retrouver très facilement sur le site. Il y a des numéros de téléphone au niveau national, il y a des numéros de téléphone au niveau départemental ou au niveau régional. Donc,
C'est vraiment pas difficile. Et en plus, pour cette personne, oui, merci de son témoignage. Et elle a choisi une bonne association, même si c'est pas dans celle-là où je suis. Merci. Il reste le temps d'une question, madame, au fond, là-bas. S'il vous plaît, je voudrais... Excusez-moi, je ne vois pas tout. Excusez-moi, allez-y, monsieur. Je voudrais répondre à la personne qui était dans un désert informatique, une zone blanche. Je pense qu'on a oublié un petit peu un acteur essentiel, c'est le médecin généraliste. Je ne suis pas médecin généraliste, mais lui a de la ressource, doit pouvoir adresser, lui connaît les XAPA, lui connaît les assos. Et alors, je dis bien normalement. Et écoutez, moi je trouve de la ressource au sein de mon association. En plus, je les forme, les médecins généralistes à l'hôpital Bichat, et je m'adresse souvent à eux quand il n'y a rien d'autre. Mais normalement, ça fait partie de leur job. Alors que certains ne le fassent pas pour des raisons personnelles ou parce qu'ils ont un souci avec un produit, peut-être personnellement, j'en sais rien. Mais normalement, la base, elle est là. Le premier rideau, dans les soins en général, et pas que Addicto, c'est quand même le médecin généraliste. Oui, je peux répondre. Parce qu'en fait, j'ai une double casquette, je suis médecin généraliste. Voilà, donc je peux vous répondre. Ça, bon, premièrement, ça n'a pas empêché que mon fils présente des addictions, même en le voyant au quotidien, en le voyant peu, bien sûr, parce que quand on travaille 12 à 14 heures par jour, c'est compliqué. Par rapport à mes patients, c'est vrai qu'on n'a pas une formation qui est exceptionnelle à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a des annuaires qui paraissent par la DAS ou autre, je ne sais plus quel organisme, avec des adresses, des numéros de téléphone. Mais en général, ça ne se présente pas comme ça. En général, c'est l'entourage qui vient. C'est le maman qui vient, parce qu'elle a remarqué que son fils n'allait pas bien. C'est la mère, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut l'envoyer dans un centre. Ça se présente toujours comme ça. Et c'est vrai que il y a quelques années, il y a 4 ans, je ne savais pas que les entourages pouvaient être pris en charge. Donc moi, je transférais un peu ces gens-là sur l'antenne psychologique à l'hôpital local, qui les prenait en charge ou qui ne les prenait pas en charge. Ce qu'il faut bien se voir aussi, c'est qu'il y a le moment pour faire ça. C'est-à-dire que si tout à l'heure on parlait d'associations, tout ça, et c'est formidable, mais quand il y a une plainte, une demande qui est faite par un entourage, il faut pouvoir y répondre tout de suite. Presque, je ne sais pas une urgence, mais il faut pouvoir parce que ces gens qui viennent nous voir et qui nous parlent de ça, ils ont certainement fait une démarche déjà dans leur tête en disant il faut que j'en parle, et quand ils viennent, c'est déjà un grand pas qu'ils font. Mais si on ne répond pas tout de suite, et si on n'a pas le bon, comment je peux dire, la bonne personne chez qui l'envoyer, évidemment, on va rater quelque chose, on va rater quelques mois, on va rater quelques années, quelquefois. Voilà. Alors, je reviens sur ma position de médecin généraliste. C'est très compliqué, on a beaucoup de travail. Et c'est vrai que selon le tempérament de certains généralistes, on va adresser ou pas adresser parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne veut pas s'investir. Et puis que nos formations médicales continuent, même si elles existent, on les choisit. C'est-à-dire que moi, si j'aime la cardio et la pneumo, je vais me faire des formations en cardio-pneumo. Et si l'addiction ne m'intéresse pas, je ne ferai pas de formation en addiction, donc je n'aurai pas ces adresses, j'aurai pas ces... Bon, maintenant, c'est vrai que si on veut s'impliquer, effectivement, sur Internet, on trouve des numéros de téléphone, on trouve des sites et on peut transférer l'information, oui, bien sûr. Donc le médecin généraliste, c'est effectivement un des premiers recours. Je crois qu'il y a une grosse information à faire. On va arrêter parce qu'on met deux petites interventions pour boucler et après il va y avoir des échanges. Ouais, j'aurais voulu boucler sur de l'espoir. Ah si, je vais réussir à boucler sur de l'espoir. Parce que j'allais compléter la question du médecin généraliste. La théorie et le papier, c'est ça. Il est pivot central de l'espace de soins et de la répercussion et de la distribution des informations et de l'orientation. La réalité, c'est qu'ils sont complètement sous l'eau. Et encore quand ils sont encore là, parce que dans les déserts médicaux, il n'y en a plus du tout. Moi, le quotidien des patients ou patientes que j'accompagne, c'est mon médecin part à la retraite et j'ai personne pour prendre la suite. Ok, il va falloir qu'en tant que spécialiste, on se charge en plus des questions
un peu général et c'est extrêmement compliqué. Donc on arrive vraiment dans des zones de dégradation du système de soins. Désolé, ça va pas être très optimiste, mais qui sont particulièrement, à mon avis, tendues pour les 10 années qui viennent. Après, c'est là où il y a quand même un peu d'espoir qui peut arriver, c'est que je pense qu'il faut énormément insister sur la question partenariale qu'il peut y avoir entre généralistes et spécialistes et autres disciplines, parce que des fois on a la chance de tomber sur un généraliste qui du coup a déjà été confronté à une thématique qu'il connaît parce qu'il s'y est confronté pour un autre patient une année ou deux avant, et du coup les circuits sont imprimés, il nous les envoie facilement et ça se passe très bien. Mais quand c'est pas comme ça, effectivement c'est une énorme charge de travail que de se dire merde, où il faut que je l'envoie, quel type de courrier, quel dossier, comment j'organise les choses. Et c'est là où c'est extrêmement important, à mon avis, que les patients eux-mêmes et l'entourage, et je crois que c'est la force de l'entourage, et la capacité de se sentir légitime pour accompagner ces démarches-là, et que nous, d'un point de vue sanitaire ou médico-social, on soit dans la capacité de dire oui, effectivement, c'est notre place partenariale que d'avoir cette position d'accompagnement. On n'a pas de hiérarchie à avoir de comment on s'organise pour mettre en place un système de soins qui va permettre d'accompagner le patient. Et la démarche un peu positive que je souhaitais, sur laquelle je voulais conclure, c'est la question du patient partenaire, du patient aidant, du père aidant, du patient expert, etc. Comme on les fait intervenir actuellement au sein des services et qu'ils prennent au fur et à mesure lettre de noblesse et de légitimité, je pense que ça va faciliter la reconnaissance des patients au sein des services, y compris ceux qui n'y sont pas encore, pour se dire bah oui, j'ai droit de citer, j'ai ma voix qui peut appartenir de ce côté-là, et pour les professionnels que nous sommes, de faciliter aussi ce travail de partenariat, parce qu'on va se retrouver à un niveau un petit peu plus équilibré au fur et à mesure. Et là, les forces vives, par définition, ont besoin de se sortir de la situation, vont permettre probablement de compenser un petit peu les trous. Merci. Juste, on m'a fait signe que c'était la fin de la journée. Il y a encore une intervention. J'ai demandé à Jérôme Adam de boucler ce petit temps d'échange pour ne pas rester sur une note professionnelle. Ça, c'est le cadeau. C'est la cerise sur le gâteau, voilà. La cerise alcoolisée, bien sûr. Alors, un peu de piment. Un petit cadeau, ouais. Ben, en fait, pour moi... On a beaucoup parlé, enfin on a parlé d'entourage aujourd'hui, c'était le thème. Et quand on est face à ces situations d'addiction, que ce soit les comportements ou les substances, forcément on ressent beaucoup d'impuissance, de la culpabilité parfois. Et on peut être dans des situations qui nous dépassent complètement, être dans la critique, on ne comprend pas le chemin que l'autre est en train de prendre. Et pourtant, ça nous dépasse. Et ça n'enlève pas l'amour qu'on porte à cette personne. Et ça, c'est très important, je pense, d'en être conscient. Même si parfois on se frite et qu'on s'engueule, très clairement. Ça n'enlève rien à l'amour qui est là. Et la difficulté, je pense que le travail que nous avons à faire sur nous, c'est de réussir à positionner le curseur, en fait, entre la présence et l'absence. L'absence pour se protéger. L'absence parce que aussi, parfois, l'autre a besoin, en fait, qu'on le lâche, et qu'on le laisse respirer. Voilà, je vais y arriver. C'était pas facile. Et c'est l'inconvénient quand on ne prépare pas ses speeches. Et donc, ce curseur entre présence et absence, eh bien, sont aussi les professionnels qui peuvent nous aider à le positionner. Et donc, il ne faudrait pas que je laisse penser que voilà, je mets les professionnels de côté à chaque fois. Et donc, pour moi, voilà, elle est là la difficulté, c'est réussir à positionner ce curseur entre absence et présence. Mais surtout, rester bien convaincu que même si on prend un peu de distance parfois, ben, ça n'enlève rien et ça n'enlève pas l'amour que l'on a pour l'autre. Et ça, c'est très important pour travailler sur notre sentiment de culpabilité et d'impuissance. J'avais raison. Un grand merci à vous tous. Merci à tous pour vos témoignages. Je passe la parole à Nelly David.